Bonjour à tous, c'est Adélaïde, bienvenue sur ma chaîne L'amour des mots. L'automne est définitivement ma saison préférée. C'est la promesse des balades en forêt, des marrons chauds, mais aussi des longues soirées sur le canapé devant un feu de cheminée, à écouter le bruit de la pluie dehors et surtout à lire un bon livre. En ce 1er octobre, je vous propose de découvrir mes 3 lectures sur le thème Hygge. Oubliez le cocooning, c'est dépassé, maintenant on dit Hygge. Dans son essence, Hygge, ça signifie créer une atmosphère jolie et intime. C'est goûter les petites choses de la vie avec des personnes chères. La lumière chaude d'une bougie, c'est Hygge, les livres, c'est Hygge, la famille, les amis, c'est Hygge. Alors oui, bien sûr, la haute saison du Hygge, c'est Noël. Mais je pense sincèrement qu'un tel concept peut être utilisé à tout moment de l'année. En choisissant ce thème, je pensais que ça allait être assez simple pour moi de trouver des lectures sur ce thème, des lectures avec lesquelles on se sent bien, des livres qui correspondent à ce sujet. Et en fait, pas du tout, j'ai eu beaucoup de mal à trouver 3 titres à vous présenter. Donc soyez indulgents et j'espère que vous me direz en commentaire vos lectures Hygge. Une lecture Hygge, c'est une lecture qui fait du bien. C'est une sorte de feel-good movie, mais pour les livres. Alors comme je suis pas du tout une fan des livres de développement personnel, j'ai cherché ce que j'avais pu lire et qui avait le même effet mais sous une forme différente. Ma première lecture Hygge, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Il présente l'avantage d'aborder des notions et des concepts proches de ce que l'on peut trouver d'habitude dans ce genre de livre, dont l'objectif est de nous aider à nous sentir mieux, à ressentir plus de bonheur dans notre vie, par le biais de la psychologie positive. Laurent Gounel réussit son pari parce que précisément il a mis de lui-même dans ce personnage mal dans sa peau et pas heureux dans sa vie. C'est un personnage malheureux dans notre société occidentale qui passe à côté de sa vie, qui ne s'autorise pas à chercher le chemin qui lui convient et surtout parce qu'il se laisse gouverner par des croyances erronées et tout un tas de pensées, de concepts limitants. Le synopsis tient en 2 lignes, c'est l'histoire d'un homme qui passe ses vacances à Bali et au dernier moment fait la rencontre d'un guérisseur de renommée internationale. De cette rencontre et de ces échanges émerge un diagnostic sans appel. Cet homme va bien, il est en bonne santé, mais il n'est pas heureux. Le guérisseur va leur montrer le chemin du héros pour qu'il se sente mieux dans sa peau, mieux dans sa vie et surtout pour qu'il soit heureux. Nous cherchons tous à être heureux sans pourtant prendre le temps de vraiment réfléchir à cette idée, surtout sans accepter l'idée que ce bonheur auquel nous courons tous est à portée de main et est facile à atteindre. C'est un roman court, facile à lire et très agréable qui nous emmène sur cette île paradisiaque où le héros va découvrir les clés de la part avec une manière plutôt atypique de comprendre ce qu'il veut vraiment et surtout de la manière dont il faut qu'il utilise son savoir, ses connaissances et son être lui-même tout simplement pour atteindre ce bonheur tant recherché. On en sort détendu avec des pensées très positives et surtout à la fin on se demande et si c'était vrai. Ma deuxième lecture Hygge, c'est Le goût du bonheur de Marie Laberge. Je sais, je vous en ai déjà énormément parlé sur Instagram, mais que voulez-vous, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de l'année 2017 et je remercierai jamais assez Hélène de me l'avoir fait découvrir. C'est une histoire sur 3 tomes. On a d'abord le tome 1 qui est Gabriel, le tome 2 Adélaïde, le 3e c'est le tome 3 Florent. Surtout ne prenez pas la suite en voyant le nombre de pages de ces livres, vous allez très vite être accro au personnage. Gabriel, c'est le personnage central de ce 1er tome. Nous sommes en 1930 à Québec, elle est mariée à Édouard avec qui elle file le parfait amour depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un couple merveilleux qui s'aime comme au premier jour, même si c'est parfois un petit peu compliqué de la gestion de la famille, des amis et surtout de leurs 5 enfants. 5 enfants, ce n'est pas de tout repos, surtout quand chacun a son propre caractère qui n'est pas vraiment facile. Ma préférée, vous l'aurez compris, c'est évidemment Adélaïde. Elle a 7 ans au début du 1er tome et à la fin de ce fameux 1er tome, elle en aura presque 18. Je me suis immédiatement attachée à cette petite fille haute en couleurs, pleine d'esprit et surtout extrêmement indépendante. Dans ce 1er tome, Gabrielle va faire la rencontre des femmes qui se battent pour leurs droits. Elle fait donc connaissance avec les suffragettes de l'époque. C'est une femme tiraillée entre son désir d'émancipation et sa peur de l'inconnu qui la freine de temps en temps. Heureusement, elle est très soutenue par son mari Édouard et par ses enfants, ce qui fait qu'elle va s'extraire de ce cadre familial et sociétaire dans lequel la femme doit rester vraiment la bonne épouse, la bonne maman et puis c'est tout. Elle va tenter vraiment de s'extraire de cette idée-là et elle va rejoindre l'univers des femmes qui se battent pour leurs droits. C'est un roman incroyable parce qu'il nous livre une multitude de personnages différents et hauts en couleur et c'est absolument passionnant, on rentre dans l'histoire, on n'a plus envie de lâcher le Québec de cette époque, on n'a plus envie de lâcher les Gabriel, on n'a pas envie de lâcher Adélaïde, Édouard, le fameux Nick aussi que vous rencontrerez et que vous allez forcément aimer d'ailleurs. En fait c'est une véritable fresque de vie qui fait passer le lecteur dans une multitude d'émotions différentes. On va parler de révolution, d'amour, de sentiments partagés, de sentiments
réfuter également d'un autre côté. On va parler de pudeur, on va parler d'amitié, on va rire, on va pleurer, mais surtout on va aimer passionnément. C'est un livre que l'on n'oublie pas, qu'on a envie de relire et auquel on s'attache tellement au personnage qu'on en tombe follement amoureux au final. Mais c'est vrai que pas tous les livres sont capables de nous faire ressentir autant d'émotions, donc quand on en trouve un, on le garde et on en parle. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, je pense que mes prochaines soirées au coin du feu se feront au rythme des pages de ce fameux tome 3 sur l'histoire de Florent. Que je voudrais vous présenter dans mon thème Hugues, c'est la biographie d'Émile Zola d'Henri Troyat de l'Académie française. Et là vous allez me dire, hors sujet. Eh bien non, une lecture Hugues, c'est une lecture dans laquelle on se sent bien. Et moi, Zola, je l'aime d'amour et j'aime apprendre de lui. J'avais très envie de découvrir sa vie. Puis je l'ai lu, j'ai dévoré, j'ai adoré. Et c'est une vraie lecture Hugues pour moi parce que c'est vraiment la personne que j'avais envie de mieux connaître. Pour ceux qui me connaissent vraiment bien ou ceux qui me connaissent depuis longtemps, Zola, c'est vraiment ma préférence. Il est celui qui m'a donné envie d'écrire pour la première fois et il est celui qui me donne envie chaque jour de me battre pour des causes qui m'importent. Il y a quelques mois, j'ai participé à un formidable atelier d'écriture animé par Anne-Gaëlle Lyon. J'y ai rencontré des personnes absolument incroyables. L'un de mes sujets préférés a été celui d'écrire une lettre pour qui on voulait. Évidemment, je l'ai choisi. Et comme je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment ce livre est formidable, je vais tout simplement vous lire ma lettre. Et puis j'espère qu'elle vous donnera envie de découvrir Zola ou de le redécouvrir ou peut-être de l'aimer davantage. C'est vrai que Zola, c'est une lecture qu'on lit d'habitude au lycée qui nous bloque forcément parce que c'est vrai que ce sont des longues descriptions, c'est un style vraiment propre à lui et on aime, enfin je pense qu'on adore ou on déteste. J'espère que la lettre que j'ai écrite vous donnera envie de le reprendre et pourquoi pas de redécouvrir ses personnages, ses histoires et de l'aimer tout simplement. Mon cher Émile, oui c'est bien à toi que j'écris aujourd'hui. Ne t'en fais pas, je sais que tu es mort depuis déjà de longues années et je ne souhaite en aucun cas t'importuner dans ton sommeil éternel. Je voulais simplement te remercier. Pourquoi me diras-tu? J'y viens. En 1860, tu avais 20 ans, comme moi. J'aurais voulu te connaître à ce moment-ci. Fort, intelligent et travailleur, tu n'avais même pas le bac que tu voulais vivre de ton écriture. Tu n'as pas reculé, tu t'es battu, tu as continué pour être reconnu. Tu es mon inspiration. La première fois que je t'ai rencontré, c'était sur les bancs du lycée. Ton assommoir était l'œuvre choisie par notre professeur. Je suis tombée en amour de tes mots. Quelle justesse, quelle acuité, quelle force, quel esprit. J'avais envie de frapper l'entier lorsqu'il s'est enfui avec cette Adèle. Quel mari, quel amant, quel amour peut faire cela? Que j'étais triste pour Gervaise. Heureusement, Coupeau est arrivé très rapidement après cette séparation. Et j'ai été séduite par ses mots et sa tendresse. On aurait pensé qu'il puisse s'enfoncer plus tard dans l'alcool. J'ai pleuré en lisant la pauvre petite Laly mourir sous les coups de son père. J'étais pétrifiée de terreur lorsque Coupeau est mort de sa crise de délire à l'hôpital. J'ai pleuré lorsqu'on a retrouvé Gervaise morte sous l'escalier, victime parmi les victimes. Ensuite, il y a eu La Bête humaine, l'un de mes premiers thrillers et d'époque. Pas moins de 2 viols, 2 catastrophes, 2 suicides, plusieurs meurtres. Un roman noir comme je les aime. Oh mais je vois la tournée, je dois ainsi conclure. Pardonne-moi pour cette fin rapide, je ne dispose que de 20 minutes pour écrire cette lettre. Et ensuite, eh bien, je vais écrire encore, mais pour quelqu'un d'autre. Je t'embrasse et te remercie pour avoir accompagné mes soirées solitaires, où mes camarades boudaient tes longues descriptions que j'adorais, où la solitude s'étalait en moi pour ne plus repartir, où mon seul compagnon était toi, tes livres et tes personnages. Beaucoup d'émotions à ta lecture, j'aurais tout donné pour te rencontrer. A bientôt, je l'espère, Adélaïde. PS, prends garde, on en meurt. Voilà les mots que ton personnage d'Adélaïde, aïeul de ta famille des Rougon-Macquart, a prononcés en apprenant l'amour de son petit-fils avec cette jeune miette. Vraiment qu'on puisse mourir d'amour? Oui, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Mais techniquement, on a tout notre Zola. J'ai une copine qui adore Flaubert, je lui conseillerais de lire la biographie de Flaubert d'Henri Troyat. Ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs, peu importe. L'idée c'est vraiment d'apprendre à connaître une personne que l'on admire à travers les mots de quelqu'un d'autre. Et ça pour moi, c'est une lecture Hugues parce qu'on se sent bien en le lisant. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais pouvoir me replonger dans mon livre et exprimer tout simplement mon amour pour l'automne et pour ce fabuleux concept qu'est le Hugues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, écrivez-moi toutes vos astuces et vos lectures spéciales Hugues pour profiter au maximum de cette belle saison qui commence. On se retrouve dans un mois, le 1er novembre, je vous présenterai mes 3 lectures préférées pour vous faire frissonner à Halloween.
Pour le coup c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Je connais quelques petites histoires trash, gore, sanglantes qui vont vous faire passer un Halloween des plus terrifiants. A bientôt!